N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour l'ultime numéro de Taxi Presse cette année. Nous parlerons plus politique ce matin avec Fabrice Pechesi, Ferdinand Haïté, Loïc Lawson et Tchaniao Aremeao. Bienvenue. Avant de retrouver les confrères, juste vous dire que dans les caisses que ce vendredi, vous avez l'équipe sportive, il y a le quotidien Liberté, on en a parlé le matin, le confrère parle des élections démocratiques, équitables, crédibles, caravane de la C14 interdite, siège de la CDP à boucler, chape de plomb instaurée, Payadora Boupessi et le pouvoir annonce les couleurs. Alors, vous lirez l'article dans le journal et puis ce qui concerne le major Kouloum qui menace les populations à Tapamé, c'est ce que le confrère Liberté a écrit. Il y a aussi le journal en numéro spécial d'ailleurs, le Médium, il y a le billet hebdomadaire l'Alternative, vous avez le quotidien Togo Matin, et il y a l'autre billet hebdomadaire L'éveil de la Nation, il y a aussi le journal Le Républicain. Contradictoire pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Retour en studio avec mes confrères. Bonjour Tchaniao Aremeao. Eric, bonjour. Bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Taxi FM. Vous allez bien? Très bien, et je profite de votre micro pour souhaiter bonne prière de Juma à tous les musulmans. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour Fabrice. Bonjour Eric et bonjour aux confrères ici présents, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Ferdinand, merci d'être là, bonjour. Bonjour Eric et bonjour à tous les confrères et bonjour aux auditeurs. On sera rejoint tout à l'heure par Loïc Lawson, le patron du journal Flambeau des démocrates. Avec lui, nous parlerons de la presse, une situation au Mali, avec un confrère malien qui a été victime d'une agression horrible. D'ailleurs, son journal Le Flambeau démocrate en a parlé hier. Mais avant, Ferdinand, on l'évoquait un petit peu hier, cette situation d'insalubrité, notamment à Avedi, il y a un citoyen, un étudiant qui a quand même fait un sujet là-dessus. J'ai remarqué que ce matin, beaucoup de journaux en ont parlé, y compris le vôtre, l'Alternative. C'est par rapport donc à la retenue d'eau à Avedi, cité qui est devenue finalement, on va dire, au-delà de décharge publique, un danger
Oui, c'est le grand souci aujourd'hui avec les retenues d'eau dans les quartiers. Et le cas de cette retenue qui avait dit qui est devenue une véritable décharge publique, avec des éboulements parce que la retenue n'a pas été bien faite, elle n'était pas achevée, les entreprises, je crois, ont disparu, on ne sait pas s'il y a eu des problèmes de fond et tout, comme on en a toujours eu au Togo. Du coup, cette retenue doit être devenue un véritable problème de santé publique dans le quartier et un danger parce que les gens, les enfants, les gens qui font de la promenade, quand il pleut, l'eau déborde, ça rentre dans les maisons avec toutes les ordures que vous imaginez. Et donc, c'est un vrai problème de santé publique. Et cet étudiant a relevé cet état de fait avec des photos qui sont vraiment poignantes et interpelle le ministère des Infrastructures et celui qui s'occupe, je crois, de l'habitat ou de l'assainissement, oui, le cas de vie, pour qu'on essaie de voir la question des retenues d'eau. Et vous savez que c'est un cas parmi tant d'autres. Quand vous allez vers les deux Lions, quand il pleut souvent, les deux retenues je crois, se rejoignent, oui. Et puis ça bloque la circulation. Il y a un autre Ajidoadin ici. Ok, il y a un autre Ajidoadin. Dans presque tous les quartiers où il y a les retenues d'eau, je ne sais pas si c'est un problème de projection par rapport à la quantité de pluie qui tombe et que les retenues n'ont pas été bien faites, mais il se pose forcément un problème de ces retenues d'eau-là que le gouvernement doit revoir, surtout le danger que cela représente pour les habitants du quartier. Et cette retenue, avait dit, n'est pas clôturée comme les autres retenues où on a mis un certain nombre de barbelés ou de barres de fer pour les protéger. Forcément, il faut interpeller nos autorités. Je crois que... En tout cas, ceux qui sont chargés de nos cadres de vie. Oui, mais c'est pour cela que l'étudiant en Afrique et nous également ici, on est en train de relayer ce qu'il a dit, juste pour attirer l'attention de ceux qui ont en charge du cadre de vie de notre pays. Et effectivement, le danger, il est là, il est imminent, il est visible. Et puis d'ailleurs, au niveau de Carrefour Bodjona, ici, il y avait même eu des morts. Il y avait eu une année où il n'y avait plus un enfant qui est parti avec le débordement de cette retenue d'eau. Et au niveau de Lyon, il y avait d'ailleurs un citoyen qui s'est donné la mort. Bon, on sait dans quelles conditions, mais on l'a retrouvé au lendemain dans cette retenue d'eau. Et il ne faut pas attendre que la situation s'empire ou qu'on assiste à un fait hautement regrettable avant que les gens prennent leurs responsabilités. Tout souvent, quand ça déborde, vous voyez, on met des tuyaux pour aspirer l'eau et la déverser au niveau de Balepédo ou de l'Omégan. Mais je crois qu'il faut aller au-delà, puisque la saison des pluies est en train de tirer vers sa fin. Il faut saisir l'occasion par rapport à la sécheresse qui va commencer et travailler là-dessus afin que les prochaines saisons de pluie, qu'on puisse quand même avoir la paix du cœur, qu'on puisse vivre en paix sans les craintes que nous sentons tout le temps quand on regarde ces retenues d'eau. La dernière fois, j'étais à l'intérieur du pays, je suis revenu et on m'a parlé d'une petite pluie. Et au niveau de Lyon, vous voyez l'eau jusqu'au dernier niveau. Ça veut dire que s'il y avait encore une grande pluie, tout le quartier sera inondé et les dégâts, on ne peut pas les calculer. Vivement que les gens prennent les responsabilités qui est la leur et régler cette situation avant que le pire s'annonce. Bonjour Loïc Lawson. Bonjour Eric Gador. Bonjour aux amis ici en studio et bonjour à tous ceux qui sont branchés de l'autre côté. Merci d'être avec nous ce matin. C'est vrai Fabrice, on parle des retenues d'eau, on interpelle l'autorité à prendre des dispositions. En même temps, nous les citoyens, nous les riverains, nous avons un rôle à jouer. Quand on évoque l'insalubrité, ce ne sont pas les hautes autorités qui viennent mettre des ordures. C'est nous qui sommes comme des riverains. Il y a le cas du 4e lac, il me semble, juste au lendemain de la cérémonie d'inauguration et tout ça, il y a des images qui ont circulé sur la toile, mais quand on nous disait à l'époque que ces images ont été prises 4 jours après l'inauguration en pompe, on se demande, est-ce que les populations en réalité aussi ne contribuent pas à ce genre de situation? Oui, mais effectivement, tu as raison. C'est vrai que la municipalité doit jouer son rôle, mais également il faut que ce soit une action participative avec la population dans les quartiers. Je crois que c'est à cela que servent généralement ce qu'on appelle les comités de développement de quartier. Lorsque vous avez... Ça existe toujours, ce comité? Oui, ça existe dans certains quartiers. Et donc, je crois qu'il revient à chacun d'essayer de faire sa gendarmerie à ce niveau-là, surtout en ce qui concerne l'insalubrité, au niveau des rails où les gens choisissent de déféquer
surveiller, par exemple, les caniveaux qui sont bouchés. Dans la journée, lorsqu'on jette les ordures dedans, personne ne réagit. Mais on s'étonne que quand il pleut maintenant, l'eau n'arrive pas. Parce que l'eau, c'est quelque chose de naturel. Lorsqu'il n'arrive pas à trouver son passage, il se crée un autre passage. C'est généralement l'être humain qui en pâtit. Et donc, effectivement, je crois qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce que c'est derrière votre maison que ça vous appartient, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises pour les ordures ménagères. Ça ne coûte pas trop. Je crois qu'il va falloir que chaque ménage s'habitue à cela. Et effectivement, l'État, il y a une grande responsabilité de l'État, mais individuellement, si on n'a pas cette formation civique, si on n'a pas des gestes citoyens, effectivement, l'État a beau construire les caniveaux et tout, il y aura toujours des situations où certains individus vont mettre les autres en difficulté. Même si en ce qui concerne la retenue d'eau, l'idée au départ était bien parce que ça a permis d'éviter quelques dangers, mais très vite on s'est rendu compte que ces retenues-là, leur capacité, il y en a certaines qui n'étaient pas bien faites, ça aussi c'est un problème. Il y en a d'autres, on s'est rendu compte que la capacité ce n'est pas vraiment ça, et c'est pour cela au niveau de Lyon ici, il faut saluer cette initiative qui consiste à pomper directement les eaux pour déverser dans les caniveaux pour que ça aille là où ça doit aller. Et c'est important d'avoir des caniveaux vraiment vides plutôt que remplis d'ordures qui bloquent parfois le passage de l'eau. Oui, c'est regrettable et on le voit un peu partout. On espère qu'une solution véritable sera trouvée à cette situation malheureuse. Loïc Lefrançois, si vous avez un commentaire autour de ce sujet, c'est quand même important nos cadres de vie. Hein, et il faut assainir ces cadres de vie là. Oui, bon, tu relances le débat sur l'urbanisation même de la ville de Lomé et il faut ne pas être de tout le Togo, parce que l'urbanisation de la ville n'y est pas. C'est pas qu'il manque de compétences, hein. C'est pas que ça manque, mais bon. Et ça fait que les travaux qui sont faits par-ci, par-là aussi, ça relance aussi le débat sur la rigueur du travail fait, parce que il faut avouer aujourd'hui, on a fait des routes, mais il y a des routes qui tiennent pas pourtant, il n'y a pas eu quoi que ce soit sur ces routes. C'est-à-dire, c'est pas que des gens ont eu à brûler de pneus sur ces routes ou sur ces avenues. Mais quand je vois ces voies, à la petite pluie, comment ces voies sont inondées, on se dit qu'il y a un problème. Et tout ça, dans un pays normal et sérieux, il a dit, des gens doivent répondre. Les gens doivent répondre parce que c'est des milliards engloutis. On appelait ça à l'époque les grands travaux. C'est des milliards engloutis, c'est des dettes pour le pays, mais c'est des travaux qui sont même pas pour la plupart, comment vous dites ça, réceptionnés officiellement, mais qui déjà livrent leurs défaillances. Tu comprends? Parce que pour ces gens, ces travaux, parfois, on attend 3 ans, 2 ans. D'abord, c'est un petit moratoire pour voir comment ça va répondre avant de les réceptionner. Mais déjà, le temps là n'est pas encore fini, mais les routes ne tiennent pas. Certaines routes, je ne dis pas toutes. Moi, au centre-ville de Lomé, je vois plein au niveau d'Agoué. Tu te dis, et cet entrepreneur, il est là, il est libre. Récemment, j'ai vu qu'à l'intérieur du pays, même ses ouvriers ont eu à faire des grèves. Et tout cela, cet entrepreneur continue à prendre des marchés. Bon, au nom de relations qu'il a au sommet de l'État, personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Quand tu prends c'est comment vous appelez ça, là où passent les caniveaux, et c'est des caniveaux. Aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle. Ces genres de caniveaux, on ne les fait plus. Tu vois des caniveaux pour des routes, c'est au moins 2 mètres. C'est-à-dire, c'est le minimum. C'est-à-dire, toi, tu rentres dans ce caniveau, tu es perdu. Tu comprends? Mais aujourd'hui, il y a des caniveaux qui font à peine 1 mètre ou bien, je ne sais pas. Et on te dit que de profondeur, je peux parler de profondeur. Il y a des caniveaux de 3-5 mètres. Il y a des caniveaux ailleurs, quand pour ceux qui voient dans les pays, mais c'est des caniveaux qui sont profonds. Tu te dis si c'est un puits. C'est-à-dire, c'est pour éviter que même s'il y a des actes d'incivisme, l'eau, on peut, c'est-à-dire, même si les gens jettent des objets, comment vous appelez ça, les ordures, les sachets, et que ça puisse contenir. Mais on ne le fait pas. Et bon. Il faut demander quand même aux citoyens de ne pas jeter des ordures. Absolument, je suis d'accord. Moi, j'ai une rubrique que j'appelle de temps à autre, comment vous appelez ça, je ne sais plus.
arrêt sur image, et dedans, j'ai pris à côté de mon bureau, puisque moi je suis sur un boulevard, et j'ai vu des gens à côté là-bas le faire. Et j'ai pris les images pour dire, écoutez, arrêtez ça. J'ai dit, arrêtez de verser, après vous allez dire que le gouvernement ne travaille pas. Déjà, les caniveaux sont petits. Et vous déversez, parfois c'est le sable. Au fait, en réalité, parfois c'est beaucoup plus le sable. Tu vois, ceux qui balayent les routes, parce qu'ils n'ont pas le matériel pour balayer, ça aussi c'est notre débat qu'il faut relever. Ils n'ont pas le matériel. Nos vieilles mamans, nos parents, on les prend pour 1500 toute la journée, ils sont sous le soleil, ils n'ont que j'ai dit balai avec lequel on balaye nos chambres. J'ai dit, non, on ne peut pas entretenir une route avec ça. Avec ça, nos chambres et les balais de 50 francs, et ils balayent la route avec, et qu'est-ce qu'ils font? Ils déversent juste le sable dans les caniveaux. Dans les caniveaux. Après, tu regardes, chaque fois que tu regardes, c'est plein de sable. Et quand les vieilles femmes, quand tu peux même pas leur parler parce qu'elles me font pitié, parce qu'elles te disent, quand tu causes un peu avec elles, tu comprends que c'est juste que quelqu'un est derrière, lui prend des milliards pour dire qu'il balaye nos routes. Et après, il paye des miettes à ces vieilles femmes qui, malheureusement, n'ont personne. Et tout ça, ça relance, ceci encore relance notre débat, celui des municipales dont on a besoin des vrais maires. Oui, et tu vois, les élections locales, on touche finalement. le sujet et on va pas finir. Oui, pour peut-être aller très vite, moi, je n'ai toujours pas compris l'utilité de la création de ces retenues d'eau. Je ne suis pas urbaniste, spécialiste, tout ça, mais... Ça me servi, non? Oui, mais ou ça sert toujours? Bon, moi, je ne vois pas. Dans une ville comme Lomé, où on a au sud de la ville la lagune et au nord le bassin de Zio et un certain nombre de systèmes lagunaires, je ne comprends pas pourquoi on a eu cette idée de mettre les retenues d'eau dans les quartiers qui sont devenus de véritables dangers. Rappelez-vous, à l'époque dans le pays, oui, c'est pour ça que je dis, je sais que dans beaucoup de villes, dans plusieurs villes des capitales africaines qui ont des situations plus délicates que les nôtres, j'ai pas vu de retenue d'eau, mais j'ai vu des canalisations sur des kilomètres pour envoyer de l'eau ailleurs. J'ai pas vu des retenues d'eau. Aujourd'hui, ces retenues sont devenues de véritables dangers. Est-ce que c'était des solutions intermédiaires, des solutions légères que des gens ont inventées pour avoir de l'argent? Parce que quand vous allez vers Léo 2000, même sur la route d'Aïdo Gomé, ces retenues d'eau sont abandonnées. Il n'y a même pas de travaux. Quand vous allez à Todman, vous savez qu'il y avait une retenue d'eau dans le bas-fond là-bas, à Todman. Elle n'est plus une retenue d'eau maintenant parce que quelqu'un en a fait un champ de bananeraies et tout. Et donc, il n'y a rien. Vous voyez. Et par extension, maintenant, on peut parler des routes. Vous voyez par exemple Badago. Le carrefour de Badago. Et ça fait des années que ce scandale est là, où vous ne pouvez même plus circuler à Badago là-bas, et vous avez un ministre des Travaux publics qui essaie toujours de trouver des arguments pour justifier l'injustifiable. Et ça, c'est au cœur de la ville. On appelle ça le boulevard des armées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si, je ne sais pas, un officier ou un militaire pique une crise au camp héritier et qu'on veut l'évacuer vers le CHU, il n'y a pas de route. Il n'y a pas de route. Vous imaginez. Et il y a un ministre des Transports ou je ne sais pas des Travaux publics qui est là, qui justifie toujours que bon, il y a eu un problème avec l'entreprise, on va lancer un nouvel appel d'offres pour trouver une autre entreprise pour faire la route. Et ce carrefour de Badago est devenu un scandale d'État. On n'a jamais inquiété personne. Et ça relance la question de l'impunité. Il faut repenser ces retenues d'eau, comme Ferdinand dit, Tchaniao. Vous pensez aussi? Non, mais je crois que l'essentiel, c'est de les avoir. Mais ce qui est important, c'est de faire en sorte qu'ils puissent rendre service à la nation. Il ne s'agit pas d'aller creuser des trous et de faire prendre de l'argent à ceux qui réalisent ces trous et que finalement les populations se sentent encore en danger. Il faut que, effectivement, les retenues d'eau qui ont été creusées un peu partout dans la capitale, qu'on les modernise et qu'on leur mette tous les moyens nécessaires de canalisation pour que nous puissions être à l'abri. Donc, c'est bien de le faire, mais c'est beaucoup mieux de faire en sorte que ces retenues servent à la nation en la mettant à l'abri d'éventuelles inondations et de catastrophes. Nous parlerons politique tout à l'heure, mais je pense que vous voulez aussi placer un mot là-dessus, parce que je vais lancer un sujet lié donc au développement de nos villes. Nous avons eu quand même le plaisir ces derniers jours de nous séjourner quelques jours dans la ville de Sokodé. Ça nous a quand même permis de toucher à certaines réalités. Rappelez-vous, nous avons mené un débat ici où on se demandait est-ce que
c'est réel que quand vous perdez un emploi à Lomé, est-ce que vous avez des chances de retrouver un autre emploi dans nos villes à l'intérieur du pays? Et quand on a fait le tour à Sokoré, on s'est posé pas mal de questions, en tout cas nous qui nous sommes permis de nous balader un peu dans la ville pour voir comment est-ce que nos concitoyens vivent de ce côté. Alors, on se pose la question par rapport au tourisme. Est-ce que Lomé ou les villes de l'intérieur du pays ont les mêmes capacités d'employer nos concitoyens aujourd'hui plus que Lomé? Je vais commencer par vous, Fabrice. Bon, ça dépend. Si c'est dans le secteur privé, là, il est question des initiatives. Et je dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'opportunités à l'intérieur du pays, dans nos villes, que Lomé où pratiquement tout est déjà saturé. Mais en ce qui concerne l'emploi, comme on dit généralement, la fonction publique, tous les regards sont tournés vers la capitale. Vers la capitale. Et tous les petits boulots également, c'est vers la capitale. Quand vous voulez, je sais pas, faire ce qu'on appelle généralement comment on appelle ces filles-là et ces garçons qui travaillent dans des maisons communément. Les bonnes. Tous les regards sont tournés vers Lomé et c'est ça qui encourage un peu ce qu'on appelle l'exode rural. Et effectivement, si vous voulez conduire quelqu'un, c'est Lomé, forcément vous allez le trouver. Et donc, jusqu'aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, on n'a qu'une seule ville au Togo. Et une seule ville. Oui, on n'a qu'une seule ville au Togo et c'est Lomé. Et donc aujourd'hui, ça va être difficile dans d'autres villes de trouver certains emplois qu'on peut trouver facilement à Lomé, mais où il y a beaucoup de monde également. Et je me rappelle, excusez-moi, je vous coupe pas la parole, mais il y a quelqu'un il y a une année au moins, qui disait que quand vous arrivez à Anéron, il n'y a plus de plombier. Si vous voulez construire une maison à Anéron, vous devez appeler un plombier, un électricien de Lomé pour aller faire votre travail. Est-ce que c'est pas grave? Parce que là, vous venez de dire qu'au Togo, il n'y a qu'une seule ville, Lomé. Oui, il n'y a que Lomé. Effectivement, dans les autres villes, vous êtes plombier, vous cherchez du boulot, c'est un peu comme de l'or. Donc, il faut migrer. Enfin. Mais c'est pas aussi dit que quand vous venez à Lomé, vous le trouvez, mais vous vous dites dans votre tête qu'il y a plus d'opportunités à Lomé qu'ailleurs. C'est pour cela que j'ai dit, pour les petits boulots, on a l'impression que c'est la capitale, mais à l'intérieur du pays, s'il faut parler d'initiative, par exemple, si vous voulez faire du maraîchage, c'est une initiative individuelle que quelqu'un peut prendre. Il peut avoir plus d'opportunités, peut-être, qu'il n'y a pas le marché comme cela dans ces villes-là, mais s'il y a une organisation à exporter ça vers la capitale, oui. Aujourd'hui, sur le plan commercial également, il y a des choses que vous trouvez facilement à Lomé et que vous ne trouvez pas, par exemple, à l'intérieur du pays. Et donc, ça voudrait dire qu'il y a encore des opportunités à l'intérieur du pays, mais on a l'impression que c'est beaucoup plus la capitale qui absorbe tout. Tout le monde a ses regards tournés vers ici. Même les meilleures écoles, on se dit qu'il faut venir vers la capitale. Même quand vous jouez au football, vous voulez vous faire voir beaucoup plus vite, il faut venir vers la capitale. Bref, on a toujours cette mentalité-là. Il n'y a pas une autre ville où on peut dire, bon, après Lomé, je peux tenter ma chance ailleurs. Alors, on se pose la question, est-ce qu'il y a des gens qui réfléchissent réellement pour changer ce décor-là, qu'il n'y ait pas une seule ville au Togo, que nous ayons des villes à l'intérieur du pays qui soient développées. Comme en Europe, quand on parle de Marseille, quand on parle de Lyon, quand on parle de Saint-Étienne, ce sont des grandes villes. Bon, peut-être on va trop loin. C'est trop loin. On va trop loin. On va rester au Ghana à côté, oui. Voilà, on peut parler du Ghana, on peut parler de la Côte d'Ivoire, on peut parler où il y a des villes qu'on connaît. Celui-ci, c'est partout. Ou même au Burkina Faso, parce que il y a Burkina, oui, Bobo est plus important que Ouaga. Et tu comprends, quand tu prends Dakar, la même chose, tu prends des pays sahéliens comme le Niger ou des villes Maradi, sont des villes qui sont Maradi, oui. C'est une question de politique. Toujours. Ça revient, tu sais, ça part toujours de là. C'est une question de vision, c'est une question d'organisation. Tu sais, tout le Togo, on fait combien? Et on a parlé de 7 millions entrepreneurs. On parle de 7 millions, de 6 millions, je sais pas, le fixe. Tu sais, la firme Samsung fait combien d'employés? Je ne me rappelle plus. 5-6 millions, ça veut dire tout le Togo. Ah, Samsung peut employer tout le Togo. Tu comprends un peu? C'est une manière de te dire pourquoi.
Le problème de vision se pose toujours. Le problème de travail se pose toujours. Et on ne peut pas développer un pays sans à la base d'avoir commencé par l'éducation. J'ai l'habitude de le dire ici, que nous avons un pays qui est immensément riche, mais qu'on exploite très mal. Et je prends l'habitude de donner l'habitude du cas du port de Lomé, où on dit on a le plus fort, le plus profond en eau. Et récemment, j'ai entendu dire qu'il a dépassé même Lagos. Oui, si. Mais en matière de trafic, oui. Mais ce port, dis-moi, au Togo, il y a quelle école qui forme en matière d'ingénierie portière? Et Marito. L'enfant de... Il n'y a pas. Tu sais, le développement, c'est toute une alchimie, c'est tout un mélange pour avoir une bonne sauce. On va revenir tout à l'heure sur le sujet. Je vous accorde. Non, je ne vous coupe pas, on va revenir. Malheureusement, on va marquer une pause et on revient donner aussi la parole aux autres confrères sur le sujet. 93.1 Taxi FM. Tout de suite, la pub. Bientôt, la période des vacances de fin d'année. Vous recherchez une boutique à petit prix, mais avec des articles neufs et venant d'Europe ou des États-Unis. Un seul lieu, les établissements Lee et Moi House. Spécialisés dans la vente en gros et en détail, vous trouverez chez Lee et Moi House des produits cosmétiques bons pour la peau, sans effet secondaire, des mèches de bonne qualité provenant des États-Unis, des habits pour enfants de bonne qualité pour cette période de fête, des verres de table d'Italie et de France, des chaussures, un sac de sortie et de voyage et des pagnes moins chères. Lee et Moi House, à Gouette et des Sous, rond qui suit le carrefour de Lyon à droite, non loin du bar, anonymat. Contact 91 36 88 82 98 47 21 29. Aux établissements Lee et Moi House, tout est prêt pour vous satisfaire. Et c'est pour bientôt la fin de l'année, la période des foires, des promotions et liquidations, l'occasion rêvée pour faire les meilleurs chiffres d'affaires. Commerçants, chefs d'entreprise, restaurants, directeurs de société, marketeurs et entrepreneurs, ce n'est plus la peine de passer cette période sous silence. Avec Magicom de Taxi FM, vous payez moins cher et vous atteignez plus de 300 000 personnes avec votre spot publicitaire. Magicom, c'est 6 800 francs CFA par jour. Vous avez même la possibilité de passer en direct à l'antenne. Magicom, il n'y a pas plus magique. Infoline 90 08 92 51. Porter l'information, la vraie, aux populations de la ville et rurale, telle est notre mission. Taxi FM est au cœur des élections législatives en ouvrant son antenne aux responsables politiques et à tous les candidats aux législatives. Pour toute information, s'adressez au département commercial au 90 08 92 51 ou le 70 40 66 66. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Retour en studio pour la seconde partie de Taxi Presse avec Tchanyao Aremiao, Loïc Lofon, Ferdinand Haïté et Fabrice Pédiesi. Loïc, c'est vous qui avez la parole. Et vous disiez qu'au Togo, en réalité, tout est problème de vision. Tout est problème de vision. On a mis, je ne sais pas combien d'années à s'amuser. C'est maintenant qu'on est en train de... On n'a fait que du folklore. C'est maintenant on est en train de se réveiller pour avoir une vision et tracer. C'est pour ça qu'on a tout est basé sur une seule capitale. Un petit pays. Je rappelle encore que c'est un petit pays comparé à beaucoup de pays dans la sous-région. Il y a des pays dans la sous-région que je connais qui font 22 fois le Togo. Et pourtant, ils ont des villes et des auxiliaires qui sont développés. Tu comprends, non? Ou bien du moins où les gens vont pour chercher du boulot. Mais nous, ici, avec l'expérience que tu as faite, Sokodé, il n'y a rien. Et j'ai compris, moi, quand je suis allé à Sokodé, pourquoi les gens sont révoltés. Il n'y a rien. C'est comme à Kanté avec ce fameux mouvement des indignés. Oui. La réalité, elle est là. Il n'y a rien. Il n'y a rien. À Kara. J'ai dit bien Kara. Il n'y a rien. Moi, j'ai vu une femme tenir
Et comment vous appelez ça? Et Bliffant, là, comment vous appelez ça? Et puis de maïs, comment vous appelez ça? Et elle dit, mon fils, je veux te donner ça, puisqu'elle tenait au montoir, pour que tu me donnes 100 francs. Tu comprends? Et ça m'a touché. Et je lui ai donné mieux que ça, et j'ai dit de garder. Et tu sais, cette vieille m'a dit, quand je lui ai retendu le billet, qu'elle ne voit le billet de 1000 francs que pendant les campagnes électorales. Ah, donc elle doit être servie à ce moment-là. Je ne blague pas, la vieille là me parlait, j'ai eu les larmes. Elle me dit, quand j'ai vu cet argent-là, ça fait, quand est-ce qu'il y a eu campagne là? Et je lui disais, et c'est pour te dire que, je dis, comment tu viens? Elle dit, non, c'est les 100 francs, 200, 100 francs, 200. C'est comme ça, elle vit, elle le chante. Et c'est ça l'arrêté. Parce qu'avoir l'habitude de le dire, qu'il n'y a rien. Et lui, pourtant, il est de la localité. Tout ça, c'est parce que quoi? Les gens ont décentralisé. Récemment, il y a une ministre qui a eu une idée que j'avais trouvée bien. Mais elle ne pouvait pas dérouler ça. C'est la ministre de l'Égésime. Elle a fait beaucoup de bruit parlant du tourisme domestique. Domestique, oui. Parce que ça existe dans tous les pays. Et c'est ça aussi qui fait circuler l'argent. Mais elle est où avec le tourisme domestique? Ça dit à peine enterré. Parce que pour avoir du tourisme domestique, il faut d'abord que les populations ont un pouvoir d'achat qui est pas mal. Il faut qu'à l'intérieur, il y ait des infrastructures. Il n'y en a pas. Quand on parle même d'hôtel aujourd'hui, dis-moi, et quand on veut faire des séminaires, il n'y a qu'une seule ville habituellement. Palimé, où les gens vont. On est parti à ce côté. Comment on a dormi? On a vu le seul hôtel où les gens on a pu dormir le plus mais les chambres ressemblaient à des petites cuisines ou des petites là où vous étiez. Oui. Là où vous étiez. Oui. Là où j'étais. Non, mais le président, on m'a dit que c'est le meilleur. Et pourtant, le grand hôtel qui s'appelle le Grand Central de Palimé, les chambres ressemblent à quoi? L'hôtel lui-même ressemble à quoi? Il est en déliquescence totale. Rien que quand tu vois le bâtiment. C'est pour dire qu'il y a du boulot. Et ça, quand on le dit, moi, quand je le dis, c'est parce que j'aime ce pays. Et pour finir, je vais te raconter. Oui. Et tout ça, c'est dû à l'impunité. Je vais te raconter. Le président Faure était en Chine. Et un ministre a discuté avec des opérateurs économiques chinois, des politiques chinois, et lui demandait comment vous avez fait pour arriver là. Parce qu'on ne voulait pas savoir que la Chine était aussi plus pauvre que nous-mêmes il y a quelques années en arrière. Et tu sais, le ministre lui a dit, pour en arriver là, on a dû vraiment se battre contre l'impunité. On pendait, tu es directeur général d'une société, tu blagues avec l'argent de la société, on te pend. Je ne dis pas qu'il n'y a pas la corruption actuellement en Chine, ou que c'est là qu'il y a. On te pend. C'est une violation de droit. Je viens. Quand tu gères mal, et qu'il y a la preuve que tu as géré mal, mais si tu es sûr, tu vas le payer. On a fait 1 à 2. Le reste, vous rentrez quoi dans les rangs. Alors, et quand le ministre me racontait ça, je lui ai dit, ben voilà. Mais nous ici, on connaît des dossiers où les gens voulaient à ciel ouvert. Mais qui les a touchés? Ils ont même tapé la poitrine pour dire que, j'en connais, le ministre qui a dit, le président doit être dans ma bouche. J'ai cherché jusqu'à présent à comprendre qu'est-ce que cette institution veut dire, que le président doit être dans ma bouche. Ministre du gouvernement. Il est encore là au gouvernement. Mais tous les temps, il est objet de scandale dans la presse togolaise. Ah oui, si. Mais pourtant, c'est l'impunité. C'est l'impunité qu'il faut. Le président a des visions. Sa vision peut être plus belle que Dubaï, que le même devient ou le Togo devient Dubaï. Tant qu'autour de lui, il ne s'est pas tapé, ça ne marchera pas. Tony Waremiao, nous évoquons le problème de nos villes à l'intérieur du pays. Oui, nos villes à l'intérieur du pays, on a parlé du cas de Sokodé, où il n'y a rien. Tout le monde a reconnu que pratiquement toutes les villes du pays, il n'y a absolument rien. Mais Lomé n'est pas meilleur aussi, hein. C'est la capitale quand même. Plus ou moins, ça va, on accepte parce que c'est vers Lomé que tout le monde se converge. Bon, maintenant, l'impression que ça donne, c'est que les dirigeants n'ont pas cette envie et cette vision de faire à ce que nos villes soient quand même des villes qui retiennent la jeunesse. Je parle par exemple de Sokodé. Sokodé, c'est une grande ville, comme vous avez constaté. Il y a beaucoup, la population est beaucoup plus jeune que vieille. Donc ça veut dire que la ville même a un tonus. Bon, quand vous allez dans les autres villes, vous allez faire la même observation. Maintenant, en plus du fait qu'on peut accuser le gouvernement, en plus du fait qu'on peut relever la question d'impunité, de vision,
il y a aussi ce que moi je vais soulever. Je vais dire ici qu'au Togo, il y a des gens qui sont originaires de certaines villes qui n'ont pas l'amour de voir leur ville prendre un élan. Et je suis désolé, il y a de ces richissimes hommes qui sont connus, que nous n'allons pas ici citer, qu'il ait de l'argent de la bonne façon, ou par détournement, ou par quoi que ce soit. Je crois qu'avant tout, les gens doivent savoir, s'ils savent où ils vont, du moins, savoir d'où ils viennent. Et ces gens peuvent aller créer de l'emploi, en plus de ce que l'État fait. Fabrice a relevé le fait, par exemple, que des jeunes, ou qui est le côté vierge de la chose par rapport à l'initiative privée. Oui, mais ça, ce sont des initiatives privées, justement. Oui, il n'y en a pas non plus. Parce que s'il y en avait, certaines villes... Mais il faut d'abord qu'on pose des jalons. J'ai dit, en privé, on ne cite plus l'État. Ceux qui sont connus avoir de l'argent en quantité et qui se refusent d'aller poser, ne serait-ce que chez eux, de grandes entreprises privées qui absorbent les jeunes, ils sont également coupables. L'État est là, mais nous sommes aussi l'État. Si nous nous taisons à croire que l'État, alors que dans nos villes, dans nos préfectures, nous avons des riches. Vous voulez qu'on sorte un cahier pour citer par préfecture les gens qui ont de l'argent et qui peuvent créer des entreprises qui emploient plus de 200 ou 500 jeunes de leur village? Non, on les connaît. Alors, il faut que les gens... En même temps, excusez-moi, Tchenyao, c'est vrai que est-ce qu'on doit continuer à gérer nos villes, notre pays par le mécénat? Non, ce n'est pas du mécénat. On a eu une république là. Oui, mais ce que j'ai dit... On définit une orientation. J'ai dit que la république... On ne fera pas du social. Écoute, je te donne un exemple. Les gens de l'argent, c'est pour eux-mêmes. Quand nous disons depuis qu'il n'y a rien, quand tu vas à Kara, oui, il y a des écoles, oui, il y a des lycées, il y a l'université, il y a toutes les structures, tous les embranchements de l'administration à Kara. Mais est-ce que cela a permis que les gens se sentent à l'aise? Non. Ça veut dire que l'État, quand bien même on attend beaucoup plus de lui, il a fait sa part. Mais il y a aussi le phénomène où on a construit des centres de santé. Les Togolais ne veulent pas aller travailler. Il y a des gens, si vous demandez au ministre de la fonction publique, il vous dit, d'ailleurs nous avons des proches parents, des amis avec qui on a étudié. Quand ils sont à Dapan, ils t'appellent, ils disent que je coupe dans la misère. Comme si le salaire qu'on prend d'Apan est différent de celui qu'on prendra à Tchédié. Il y a des gens qui vous disent non, fais l'effort si tu as des connaissances, qu'on puisse me rapprocher de Lomé, que je sois soit à Palimé ou à Montien. C'est quel message ça? Ça veut dire que les gens ne veulent pas aller à l'intérieur du pays. Les gens, oui, les infrastructures, même à Lomé, nous avons reconnu tout ce qu'il n'y en a pas. Ben, vous n'allez pas me dire que... Mais vous avez dit tout à l'heure que c'est mieux qu'à l'intérieur du pays. Par rapport à l'intérieur, mais je voudrais que cette envie citoyenne naisse chez ceux qui ont de l'argent, ceux qui narguent les autres et qui refusent de contribuer je comprends. pour que la jeunesse puisse quand même s'épanouir. L'État, même les pays que nous citons comme modèle, quand vous allez à Accra, quand vous allez dans des villes comme Abuja, vous voyez une firme, vous allez voir même des entreprises qui ne sont pas forcément des entreprises État et qui font de l'argent et qui contribuent au développement du pays. Ici, ceux qui ont l'argent, qu'est-ce qu'ils en font? Que d'acheter des voitures aux petites filles, que de construire des maisons, que de faire... Je ne vais pas citer des gens. Nous vivons le quotidien. Donc ces gens-là sont aussi coupables de ce que nous vivons. Merci beaucoup, Seigneur Rémiao. Ferdinand, le problème central, il est là. Comment développer nos villes? Moi, je pense que il faut poser le problème et toucher du doigt la réalité des faits. C'est vrai que quand vous faites le tour un peu dans les pays voisins, moi j'étais il n'y a pas très longtemps à Parakou, une ville qui s'est énormément développée avec des routes partout. Vous allez à Koumassi, vous allez à Obuasi, vous allez à Cape Coast, dans toutes ces villes-là, le développement, c'est l'État qui fixe les normes. Vous voyez actuellement au Burkina, le président, comment l'appelle-t-on, Kaboré s'est engagé à construire une nouvelle ville. Ils ont démarré les travaux. Pas très loin de Ouaga. Quand vous allez à Dakar, on a construit une nouvelle ville. Il y a le cas de l'Égypte également. On a construit une nouvelle ville totale.
totalement un nouvel aéroport, et puis on a fait venir maintenant des trains TER pour rejoindre les deux villes. Vous voyez, on construit des universités, on construit des industries, des sociétés, tout ça. Et donc, le problème, c'est une question de volonté politique. Les gens qui gouvernent ce pays depuis 50 ans, ils n'ont pas fait grand-chose. Regardez, je vous donne un exemple. Théviers. Quand vous prenez toutes les villes du Togo, il n'y a qu'une seule route goudronnée qui passe dans la ville. La plupart des villes du Togo, une seule route goudronnée, soit la nationale numéro 1, la nationale numéro 2, ou la nationale, comme vous l'appelez. C'est la seule route qui passe dans la ville. Vous prenez Théviers, chef-lieu de la région, comment ils appellent ça? Chef-lieu de la région maritime. Chef-lieu de la région maritime. Il n'y a pas un seul hôtel à Théviers capable d'accueillir un événement d'envergure. Vous prenez la ville de Théviers, il n'y a pas un seul hôtel dans cette ville-là qui est juste la capitale, qui peut accueillir un événement. Quand Unir avait il y a Saint-Georges. Quand Unir avait son congrès, quelqu'un m'a dit qu'il y a quelque chose comme ça, mais il y a les cafards, tout ça dedans. Quand Unir voulait faire son événement, ils ont fait ça sur un terrain. Faute de place. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. D'accueil. Parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Mais dans ce même pays, il y a des gens qui se sont énormément enrichis avec l'argent de l'État. C'est pas des industriels, c'est pas des comment est-ce que je vais dire ça? C'est pas des hommes d'affaires. C'est des gens qui ont géré des sociétés d'État et qui sont devenus milliardaires, qui ont volé l'argent du pays. On m'a dit que vous allez dans un canton comme Pia. Je prends le risque de le dire, que vous avez au moins une dizaine de milliardaires. Mais vous allez dans ce canton-là, c'est un truc de quelques kilomètres carrés, et il n'y a pas de potable pour les gens. Et tous ces gens-là qui sont devenus milliardaires ont pris l'argent dans les caisses de l'État. Leurs parents n'étaient pas industriels, leurs grands-parents n'étaient pas industriels, n'étaient pas des propriétaires terriens. Vous imaginez. Et il y a quelqu'un qui les couvre. Maintenant, quand vous prenez les hommes d'affaires qui veulent faire des choses, l'environnement politique les étouffe parce qu'on soupçonne les gens. Je donne juste un exemple. On peut me reprocher ce qu'on peut reprocher, mais il n'y a pas d'homme d'affaires qui soit propre. Je prends le cas de quelqu'un comme Bertin Agba, qu'on a mis dehors. Ce monsieur avait des ambitions dans son pays, il avait des industries. Vous savez, quand Bertin Agba quittait le pays, il avait un compte de 600 millions à l'UTB. 600 millions. Ils ont volé l'argent. Ils ont aspiré. On ne peut pas voler l'argent à la banque. Non, mais ils ont aspiré l'argent de son compte, mais 600 millions. Non, mais on attaque la banque. Mais ils ont pris l'argent. Et vous savez que ce monsieur, aujourd'hui, dans un pays voisin, il fait venir des hommes d'affaires pour construire 100 000 logements. Au Ghana. Et la délégation togolaise qui était partie en Chine avec M. Fonya Singbe pour le dernier sommet, ils l'ont croisé là-bas en Chine. Avec des hommes d'affaires, les gens ont baissé la tête. Et donc quand vous mettez des gens comme ça dehors, parce que pour des questions d'histoire de futilité, après vous venez dire que non, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de travail. Quand vous allez à l'intérieur du pays, vous prenez la ville de Palimé, qui est une ville très riche en tourisme, il n'y a aucune organisation. Vous avez des maires qui sont là depuis des années, qui volent les tickets, tout ça, et qui prennent de l'argent, qui s'enrichissent, mais qui ne font rien pour la ville. Et c'est les jeunes qui se débrouillent pour organiser le tourisme, pour pouvoir gagner de l'argent. Je prends la préfecture du Golfe. La dernière fois, un monsieur a été arrêté à la préfecture du Golfe pour avoir fabriqué des faux timbres, ou je ne sais pas, pour avoir fait des trafics de timbres. Et ce monsieur qui a été arrêté par la gendarmerie pour des trafics de timbres, et quelques semaines après, il est mort mystérieusement. Personne ne sait parce que quand on l'a pris, il a commencé par donner des noms des gens à la préfecture du Golfe. Et il est mort subitement. Et quelques semaines après, le DAF de la préfecture du Golfe, de la délégation spéciale, qui était impliqué dans les affaires, a pris la poudre d'escampette avec toute sa famille pour se réfugier au Canada, avec la complicité du président de la délégation spéciale, qui se retrouve aujourd'hui candidat pour les législatives. Comment est-ce que vous voulez que dans cette impunité-là, on puisse accepter que un pays se développe? Les gens de la Cour des comptes au Togo, qui vont faire les enquêtes dans les préfectures, quand ils arrivent à détecter une anomalie, on leur donne de l'argent, ils se taisent. Non. La soldation, ça c'est grave. C'est pas une question d'accusation, c'est des choses qui se passent dans la Cour des comptes, c'est une institution de la République. Mais attends, mais quand les gens vont faire des enquêtes, on leur donne de l'argent et ils se taisent. Mais comment est-ce que vous voulez qu'un pays comme ça se développe? Donc, lorsqu'on n'aura pas de vision, lorsqu'on restera là, on va dire, bon, on se développe, on fait des choses à la manière de... On rafistole les choses, on ne va pas se développer. Regardez l'environnement Lomé. Regardez la ville de Lomé. Donnez-moi aujourd'hui un exemple d'un quartier à Lomé qu'on peut dire que ce quartier de Lomé est un quartier chic. Quand les Ivoiriens, quand les Ivoiriens arrivent ici, ils disent, mais c'est où votre ville là? C'est où la ville? C'est où la ville? Et on
chaque show, il y a le show. Donc, je pose des questions. Et donc, moi, je pense que si on a vraiment de la vision pour le Togo, les villes comme Thiévié, les villes comme Anéron, les villes comme les zones comme Zanguera, on devait vraiment construire ces villes-là pour décongestionner Lomé de manière à ce que tout le monde ne vienne pas s'agglutiner dans la capitale et créer tout ce qu'on a là. Merci Ferdinand. Oui, Fabrice, et puis dans la parole à Loïc. Je crois qu'au-delà de tout ce qui a été dit, il faudrait également voir le système de gouvernance qui n'est pas décentralisé. Je crois qu'on aurait peut-être eu mieux si on était vraiment dans un système décentralisé où les villes ont la possibilité d'avoir vraiment des maires et puis qui s'organisent pour pouvoir générer des ressources. Parce qu'aujourd'hui, même quand on dit que c'est Lomé... Mais en même temps, il y a des maires dans les villes quand même dans ces conditions. Il y a des maires. Il y a des présidents de délégation. Oui, qui peuvent s'organiser quand même. Hein. C'est un système de décentralisation qui n'est pas vraiment renforcé. C'est-à-dire qu'il est beaucoup plus de nom que d'action sur le terrain. Donc, je crois que si on l'avait eu depuis des années, je crois qu'on aurait eu beaucoup plus de villes aujourd'hui qui peuvent attirer. Vous prenez une ville comme Kalimé, c'est une ville touristique. C'est-à-dire qu'il faut forcément toujours quelque chose pour attirer des gens. C'est-à-dire que il faut relever les atouts de certains milieux. C'est pour cela que je suis pas un seul individu ne peut pas construire une ville. C'est pour ça que quand quelqu'un allait construire des villas quelque part en brousse à saute-bois, c'est un seul individu ne construit pas la ville. Donc ça doit être forcément, il faut créer certaines conditions qui attirent les gens. Et aujourd'hui, quand vous prenez un peu Kara, beaucoup de gens sont arrivés à Lomé à cause de l'université. Il y aurait eu peut-être une université il y a 20 ans que certains n'auraient pas jamais à Lomé. Oui, et quand ils sont arrivés, ils sont obligés de construire ici parce que c'est ici tout se passe et autres. Et donc, je crois que quand on aura un système décentralisé, ça peut essayer de résoudre un peu ce problème. Parce qu'aujourd'hui, quand vous prenez une ville comme Vaughan, je ne sais pas, c'est des villes minières. Et partout au monde, toutes les villes minières sont développées. On a le cas de Tema. Bien évidemment. Le Katanga, le truc, vous prenez une ville comme Anéro, c'est un peu la principauté Karma, donc ça devrait être normalement développé. Vous prenez une ville comme Palimé, c'est une ville touristique. Thiévié aussi. Ça devrait être Thiévié qui est en train d'être avalé par la capitale Lomé. Et donc je crois que ça nous a manqué à un moment donné où finalement tout part de Lomé, tout le monde construit à Lomé, on est obligé de vendre 2-3 fois le même terrain et personne n'ose faire quoi que ce soit comme l'a dit Tchagnan. Même quand vous êtes agent de l'État, on vous affecte à l'intérieur du pays. On n'est pas d'accord. Vous prenez ça comme si c'était une punition parce que vous risquez de vous retrouver dans des zones où votre enfant n'a pas la possibilité de regarder son dessin animé, vous n'avez pas le réseau téléphonique, vous êtes obligé, quand vous allez prendre votre salaire dans quelque part, vous faites la provision du pétrole, tout ça là, et vous rentrez, c'est parti pour le prochain mois. Donc quand c'est comme ça, ça va être difficile. Il faut des choses qui attirent des gens. C'est pour cela, moi, je ne pense pas forcément que ce soit quelque chose qui doit venir d'un natif. Aujourd'hui, si moi j'ai l'argent, je prends le Togo, je regarde là où mes affaires peuvent prospérer, je suis de Kara, je suis pas obligé d'aller construire un hôtel à Kara si je sais que ça va rien me rapporter. C'est clair. C'est les affaires. Et les affaires ne tiennent pas compte forcément de la complaisance. Je peux pas. Et vous avez vu, des gens ont fait ça. Ils sont allés, on dit non, bon, pourquoi vous construisez tout ça à Lomé? Quelqu'un construit à Lomé parce qu'il sait que son enfant ira à l'université ici, il a plus de chances d'utiliser la maison de son papa ici. Mais ceux qui sont allés construire dans des villages où ils ont eu du membre malais, vous avez vu des gens construire des hôtels dans leur village. C'est pour ça que je dis, un seul individu ne peut pas bâtir une ville. Il faut créer des conditions qui attirent des gens qui viennent investir et ça donne la vie et les choses vont se développer. Merci beaucoup. Oui, Loïc, qu'est-ce qu'on passe? Non, c'est simple, c'est toujours cette affaire de vision qu'on dit et de vision en même temps pour son pays, de penser à des choses, de rêver grand pour son pays et non pour soi. J'ai écrit dans ce pays, et quand je l'ai écrit, beaucoup, que ce soit du pouvoir ou des hommes d'affaires étaient d'accord, que le Togo est le pays où les hommes politiques sont plus riches que les hommes d'affaires. Ça, c'est une anomalie. C'est une anomalie pas possible. C'est-à-dire, sur le Togo, tu verras un DG milliardaire, un ministre milliardaire et l'homme d'affaires qui paie l'impôt.
ok, qui paie les taxes, je cherche audience chez ce monsieur avec peine, il s'est dit il va le recevoir avec peine et arrogance. C'est-à-dire, alors que c'est l'homme d'affaires qui crée la richesse. C'est lui qui emploie. Tu comprends un peu? C'est pour ça que Macron, que ce soit Macron, le président américain veut bouger, les hommes d'affaires ont plus d'importance dans les déplacements, dans la délégation. Les hommes d'affaires ont le privilégie. C'est comme cela. Mais ici, quand on te nomme à un poste, les gens fêtent dans ta famille, les gens fêtent dans ton village parce que bon, on t'a amené pour aller manger et voler. Et tu vas... Non, c'est pas l'idée. Non, mais... Là, des gens fêtent parce qu'ils sont contents de la promotion. C'est pour ça, pour aller voler. C'est pour ça, moi, j'ai toujours dit, on ne dit pas la vérité au président Faure. Et j'ai l'habitude de dire que moi, je souhaite rencontrer le président Faure. Je veux lui décrire la situation de telle en sorte que... Mais c'est pas une audience, Loïc. J'ai demandé fatigué. J'ai demandé fatigué. Je le dis encore ici officiellement. Parce que pour moi, le président Faure, tel qu'on me le décrit, pour moi, c'est parce qu'on ne lui dit, on ne met pas le doigt dans la plaie. Parce que moi, quand j'aime quelqu'un, je lui dis la vérité. Je ne suis pas du genre à tirer les pompes, à mentir à quelqu'un alors que la vérité est là, je dois lui le dire. Le président, il sait mettre les gens à des places, qu'ils volent et pillent le pays, mais sans compter qu'ils ont des moyens. Je ne sais pas comment, je viens vous président, et qui font qu'on l'impunité hier. Moi, je ne connais pas un pays où on vole et on ne punit jamais les personnes là. Dis-moi. Depuis qu'on est là dans ce pays, il faut aller au pouvoir, ça fait 15 ans bientôt. Combien de fois on a dit malgré tous les scandales révélés par la presse et qui sont avérés, parce que l'histoire au Togo c'est que, est-ce que les journalistes ont la preuve, qui étaient avérés. Combien de fois on a pu? Combien de fois? On a enlevé des gens à leur poste, c'est vrai qu'on a, je sais pas, expliqué largement là-dessus. Pour finir, on peut imaginer. Pour finir, oui, parlant des villes, je vais te raconter une dernière anecdote. Il y avait un DG sénégalais qui était venu ici, qui était DG de la BESIC Togo, dont j'étais proche. Et il me racontait que quand lui, il était encore étudiant ou élève, ils entendaient parler de Anéro, Anécho, oui. et comme étant une ville côtière, une ville où les premiers colons étaient arrivés, une ville où, avec une fête traditionnelle, centenaire, oui. Tout ça, ils entendaient parler du Pessoso et tout ça. Alors, il était content de découvrir le Togo. Et surtout d'aller découvrir... C'est une ville balnéaire. Voilà. Alors, il arrive, il constate d'ailleurs que même la BESIC, la grande banque BESIC, n'a pas d'agence là-bas. C'est-à-dire, dans le dispositif, il remarque qu'il n'y a pas d'agence. Alors, il dit, mais il y a cette ville dont on me parle là. Et bien, il veut découvrir. On lui fait comprendre qu'il n'y a rien, il n'y a que du vent. Lui-même prend sa voiture au week-end et décide d'aller découvrir la fameuse ville. Et avec un accompagnateur. Mais c'est-à-dire, il me parlait déçu. C'est-à-dire, il me parlait, tu vas croire que c'est un Togolais qui avait. Il avait tellement eu mal pour le pays qu'on dise que cette ville dont eux, ils ont appris tellement de choses là-dessus. Et c'est ça elle est comme ça. Mais tu comprends un peu? C'est là la vérité. Il y a d'autres villes Sokodé dont on parlait tantôt. Cette ville-là, on connaît que les Kotokoli, excusez-moi de le dire comme ça, c'est des commerçants et c'est des gens qui ne font que beaucoup plus dans le transport. Mais c'est des villes, c'est ça, c'est une ville commerciale où les choses vraiment vont se développer, pas possible. Mais la galère, la misère, aucune ambition. Et pourtant, c'est pas les cadres qui ont manqué dans cette ville, autour du chef de l'État. Il y en a plein. Mais oui, les gens préfèrent le folklore. Et quand on le dénonce, les gens pensent que nous n'aimons pas le pays. Nous aimons le pays là plus qu'eux. C'est pour ça que nous voulions que les choses bougent positivement dans la vérité. Très bien, merci beaucoup. Je pense que si vous avez un chef et que les notables font des conneries et que le chef ne dit rien, c'est parce que le chef aussi doit quelque part en savoir. Parce que moi j'ai l'habitude de dire ici que les Grecs disent celui qui vous donne les conseils ne vous empêche pas de réfléchir. Vous avez beau avoir des conseils, mais vous-même vous devez réfléchir. Aujourd'hui, celui qui est le plus renseigné au Togo dans ce pays, c'est M. Faure Gnassingbé, c'est le chef de l'État. On ne peut pas exclure sa responsabilité dans ce qui est en train de se passer. C'est un problème de gouvernance d'un régime qui est là depuis 50 ans et dont les responsables ne font que piller l'argent du pays. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Les gens mettent de l'argent dans les banques, ils sont dans les paradis, tout ça, mais ils sont méchants avec le pays. C'est ça le problème. Ils sont fondamentalement méchants avec le pays. Parce que les gens ont de l'argent, le met des milliards même dans les sous-sols, mais vous allez dans leur village, il n'y a pas d'eau potable pour les populations. Les gens sont fondamentalement méchants avec le pays. Et le Togo
Et le Togo, aujourd'hui, quand vous arrivez au Togo, mais que ce soit Lomé. Vous avez dit une seule personne ne pourra pas. Je ne dis pas, moi je ne dis pas qu'une personne aille construire un pays, mais je parle du système de gouvernance. C'est un système de gouvernance qui est là depuis des années et qui a annihilé toute vision dans le pays. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit dans ce pays. Dès que vous commencez par faire un projet, on vous dit, mais il est de quel bord? Est-ce qu'il est ici? On vous casse. Des gens, il y a plein d'exemples, les gens sont repartis ailleurs. Donc moi, je pense que on ne peut pas dédouaner la responsabilité du président et dire seulement c'est l'entourage. Non, l'entourage vole parce que quelqu'un permet de voler. C'est tout. Parce que tous ces gens-là qui volent depuis et qui font couler les sociétés d'État, personne ne leur fait rien. Quand vous prenez aujourd'hui la liste de tous ceux qui vont aux élections du NIR, il y a beaucoup de voleurs sur la liste. Non, on va parler de voleurs. Les voleurs sont en prison. Merci beaucoup. Les voleurs sont en prison. Il y a beaucoup qui ont été cités dans des scandales. Oui, cités dans des scandales, c'est différent des voleurs. Non, mais c'est des scandales avérés. Qui se retrouvent sur cette liste-là? Mais qui se retrouvent sur cette liste-là? Vous prenez la liste et vous prenez le profil des gens. Vous verrez très bien ceux qui ont détruit les réserves administratives, ceux qui ont volé l'argent, qui ont détruit les sociétés. Vous faites allusion à qui? Mais regardez la liste. Donc quand on analyse une liste comme ça pour aller aux élections, c'est que quelque part il y a quelqu'un qui couvre les voleurs. Merci beaucoup, Ferginalité, messieurs, merci beaucoup. Nous allons marquer notre dernière pause. Quand on sera de retour, nous parlerons de la politique. 93.1 Taxi FM. Tout de suite, la pub. Waouh! Jusque-là, à une telle vitesse, vous n'avez rien utilisé de pareil. Le numéro 1 de l'Internet très haut débit mobile au Togo assure déjà la couverture 4G+, dans la ville de Lomé jusqu'à Kalimé, Atekpamé, Chamba, Sokodé, Kara, Kitao, Pagoуда, Niamtougou, Défalé et leurs environs. Le déploiement se poursuit dans les autres villes telles que Tchédié, Dapaon, etc. Les régions des plateaux, savanes et maritimes seront toutes couvertes avant fin 2018. Soyez désormais dans la 4G+, avec le numéro 1 de l'Internet mobile au Togo. Provocel, le leader. Bientôt, la période des vacances de fin d'année. Vous recherchez une boutique à petit prix, mais avec des articles neufs et venant d'Europe ou des États-Unis. Un seul lieu, les établissements Lui et Moi House. Spécialisé dans la vente en gros et en détail, vous trouverez chez Lee et Moi House des produits cosmétiques bons pour la peau, sans effet secondaire, des mèches de bonne qualité provenant des États-Unis, des habits pour enfants de bonne qualité pour cette période de fête, des verres de table d'Italie et de France, des chaussures, un sac de sortie et de voyage et des pagnes moins chères. Lee et Moi House, à Gouette et des sous, vent qui suit le carrefour de Lyon à droite, non loin du bar, anonymat. Contact 91 36 88 82 98 47 21 29. Aux établissements Lee et Moi House, tout est prêt pour vous satisfaire. Et c'est pour bientôt la fin de l'année, la période des foires, des promotions et liquidations, l'occasion rêvée pour faire les meilleurs chiffres d'affaires. Commerçants, chefs d'entreprise, restaurants, directeurs de société, marketeurs et entrepreneurs, ce n'est plus la peine de passer cette période sous silence. Avec Magicom de Taxi FM, vous payez moins cher et vous atteignez plus de 300 000 personnes avec votre spot publicitaire. Magicom, c'est 6 800 francs CFA par jour. Vous avez même la possibilité de passer en direct à l'antenne. Magicom, il n'y a pas plus magique. Infoline 90 08 92 51. Porter l'information, la vraie, aux populations de la ville et rurale, telle est notre mission. Taxi FM est au cœur des élections législatives en ouvrant son antenne aux responsables politiques et à tous les candidats aux législatives. Pour toute information, s'adresser au département commercial au 90 08 92 51 ou le 70 40 66 66. Retour des tubes dans un instant sur Taxi FM. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Il est 12h, presque 4 minutes sur Radio Taxi FM Lomé, avant de retrouver Chania Waremeao, Ferginalité, Loïc Lawson et Farouk Petit pour la suite du débat. La rédaction de Taxi FM est en ligne. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Eric, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints. Quel est le programme de votre journal, le contenu à 12h45?
Bien, suite des forces, vendredi de la deuxième édition du forum sur la responsabilité sociale des entreprises en Afrique de l'Ouest, la réaction des différents acteurs à suivre dans Taxi Midi. Et puis le plan direct évoque également les nomenclatures togolaises d'activités et de produits à Lomé. L'Institut national de la statistique et des études démographiques planche sur le sujet. On va parler aussi sport avec la deuxième journée ce vendredi du tournoi de l'Ivoire zone B des moins de 20 ans chez les messieurs. Ghana-Niger, seule affiche au programme. Mauvaise entame des éperviers de la catégorie jeudi face au Mali, vainqueur 1-0. Mais nous ouvrons le journal avec le conseil des ministres de jeudi à 12h45 et le rendez-vous est pris. Très bien. Merci beaucoup Jean-Marie. On vous retrouve tout à l'heure à 12h45 sur Radio Taxi FM. Retour en studio avec les confrères et nous allons parler politique. Mais vous avez souhaité, Loïc Lawson, placer un mot sur une situation et ça concerne la presse. Pas la presse togolaise, mais la presse africaine. Donc ça nous intéresse, la presse malienne où un confrère a été presque humilié, sinon humilié. Et ça, ce n'est pas normal, vous voulez dire non, stop. Oui, et justement, le jeune Touré, tu sais, j'ai l'habitude de dire que moi, tout ce qui touche aux journalistes, par principe, je le condamne d'abord avant de chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Ça, c'est le principe. Et ce que je veux faire comprendre ou dire en voulant parler de ce sujet, c'est d'interpeller toute la corporation togolaise, la presse togolaise, dans son ensemble. Quand tu prends ce monsieur, que je connais très bien d'ailleurs, tel que ça s'est passé, il est ressorti et a fait alerter certains confrères. J'ai vu tous les journalistes maliens et les patrons de presse se réunir à la maison de la presse au Mali pour le soutenir. Il n'y a pas eu pour lui apporter son soutien. Et c'est ce qui a amené les médias internationaux et Reporters sans frontières à réagir. S'il n'y avait pas eu ce soutien à l'interne, il ne sera jamais. Parce que moi, le jour où il a été agressé, le jour-là, il m'a écrit, il m'a appelé, on a causé, mais je te dis qu'on serait dans mon pays. Je verrais des gens dire qu'on l'a torturé et puis il est encore en train de se promener dans la ville, que moi, qu'ils l'ont vu sans aucun hématome. C'est ce genre de principe que moi, c'est ça m'a fait rappeler la presse togolaise. Et quand j'ai vu ce colonel, secrétaire général de la CVJR, du Mali, être dénoncé par toute la corporation parce qu'ils se sont soudés et amené à sa démission, obligé le gouvernement à le pousser à la démission. Et là, j'ai dit, voilà comment une corporation doit marcher. On ne cherche pas à savoir si on aime la tête de Eric ou si on ne l'aime pas. Si on veut, on est aussi celui-là est proche ou non. Donc on se dit, la roue de l'histoire tourne, ça peut aussi m'arriver demain. Et quand c'est comme ça, on soutient d'abord. Et j'ai dit vraiment, courage à ce confrère et félicitations aux confrères maliens qui ont aussi fait s'abstenir de leurs différences d'idées ou de leur position politique pour se mettre ensemble derrière Touré et maintenant amener l'affaire à faire un bruit au niveau international. Tu as vu, tous les grands médias ont repris cela et les grandes organisations internationales de la presse ont repris cela. Et pourtant, le Touré n'a pas été autant torturé jusqu'à il s'est retrouvé à l'hôpital ou couché. Mais tous pour eux, tant qu'il a été violenté, que ce soit verbalement ou physiquement, c'est que la presse est en danger. Et ça, je dis merci, salut, vraiment félicitations à la presse malienne. Très bien. Je pense que tu as un commentaire à faire autour de ce sujet-là. La presse. Ah, non, avant, le président du patronat. Enfin. Non, bon, je crois que ce qui s'est passé au Mali fait légion dans beaucoup d'autres pays et chez nous également. Nous, en tant que président d'organisation patronale, nous allons peut-être encourager les nôtres, c'est-à-dire la presse togolaise. Nous devons nous encourager à faire en sorte que lorsque un d'entre nous est dans un pétrin, que d'une bouche commune, qu'on nous entende, qu'on se mobilise et qu'on fasse en sorte que la personne se retrouve en liberté. Par exemple, quand Loïc disait que n'eût été l'union autour de la chose, le confrère devrait être gardé. Je crois que c'est important que nous aussi, on essaye de comprendre que malgré les divergences qui peuvent exister dans l'exercice de notre profession, nous sommes avant tout
comme des enfants d'un même père et d'une même mère, puisque nous avons en commun notre profession. Celui qui est d'une tendance ou d'une autre, et quand il veut produire un journal papier, il a le même mécanisme que l'autre qui est de l'autre tendance. Quand on vient à ta radio, c'est le même mécanisme, c'est la même chose que nous vivons. Et donc, on doit faire l'effort de conserver notre patrimoine qui est notre métier avant toute chose. Monsieur, merci beaucoup. On va parler maintenant politique avec la montée de tension à l'approche du 20 décembre. Depuis mardi, la campagne électorale a été ouverte et on voit à travers le pays, dans nos quartiers, dans nos villes, les candidats aller solliciter le suffrage des populations. C'est clair et c'est net aujourd'hui, c'est parti pour les élections du 20 décembre, Fabrice. En tout cas. Oui, c'est parti. Et bon, avec comme point de chute le 20 décembre par rapport à l'élection. Mais il faut dire que bon, c'est une élection, c'est une campagne électorale, une élection qui manque un peu de piment parce que il y a une partie qui ne va pas. Oui, il y a d'importants partis politiques au sein de la C14 comme la ANC. On aurait aimé bien vivre le classico ANC uni. Et puis on aurait bien voulu. Vous aimez les classicos, hein, enfin. Oui, on aurait bien voulu également savoir qu'est-ce que deviennent des partis agonisants comme le CAR après le départ des autres qui ont créé le FDR. Qu'est-ce qu'il reste du CAR? On voudrait également, on aurait bien voulu jauger le poids de la CDPA, dont on entend qu'aujourd'hui la coordonnatrice Brigitte Adjamabouki en est le président. On aurait également souhaité savoir ce que c'est réellement le PNP dans les urnes. Mais malheureusement, on n'aura pas tous ces éléments-là parce que la C14 n'a pas pris le départ de la course. Et donc aujourd'hui, on a l'impression que UNIR, même s'il y a du respect pour les partis politiques qui participent à cette élection, on a l'impression qu'il n'a rien en face. Et quand vous prenez un peu l'attitude des candidats, c'est comme si c'est déjà acquis. Bon, on ne s'investit plus. Véritablement. On ne sent plus l'investissement qu'on a senti. Parce qu'il y a des circonscriptions où il n'y a qu'un seul candidat, on a une seule liste, ailleurs deux. Oui, et puis bon, des listes indépendantes, peut-être que c'est elles qui peuvent nous échapper, on ne sait pas qui est là-bas exactement, mais pour ce qui est des partis politiques, bon, on constate que dans la plupart, à part l'UFC, ceux qui se sont en course, ou peut-être le PDP, les autres n'ont jamais gagné un siège au Parlement. Est-ce que le fait que les autres partis de la C14 qui sont les poids lourds ne soient pas là, est-ce que ce sera une occasion pour eux? Donc bref, c'est une élection où là où on voulait, on aurait souhaité avoir du suspense, on l'a pas là, mais on l'a plutôt sur un autre terrain, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la C14 qui ne participe pas a pris la résolution d'empêcher cette élection-là. Oui, on va y revenir tout à l'heure. Bien évidemment. On va en parler tout à l'heure. Loïc, est-ce que l'élection là du 20 présente un enjeu réel aujourd'hui? Fabrice vient de décrire les conditions dans lesquelles la campagne électorale se déroule. Non, il a tout dit, et c'est ce qui a mené notre interrogation. Quel enjeu? Je dis quel enjeu? Et tout le monde aurait aimé voir une élection vraiment tout feu tout flamme, où vraiment des candidats se mouillent du moins, comment je sais pas, le maillot, mais tu sais, honnêtement, tout le monde sent que à Lomé, ou bien même à l'intérieur, on a les retours. On ne sent pas qu'il y a élection. J'étais dans la zone administrative tout à l'heure. Ceux qui m'ont reconnu comme journaliste me disaient, oh, c'est élection, ça, c'est qu'on a souvent vécu, où il y a de l'ambiance et autres, qu'apparemment, il n'y a pas match, il n'y a rien. Même chose, j'avais fait un tour au niveau du palais de la justice, les gens m'ont reconnu et me disaient la même chose. Bon, on ne sent pas. Ça ne vit pas, mais bon, je crois que ça, pour ça, comme Fabrice l'a dit, ça rend certains qui n'ont jamais rêvé de devenir députés, et qui savent que s'il y a bataille, ils ne peuvent pas jamais sortir. Bon, ça les arrange. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais de devenir député.
D'ailleurs, on a écouté Jerry Tama dire que si il a la chance de devenir le chef de file de l'opposition, il y a des choses qui ne fera pas. Laissez Jerry. Jerry, j'ai toujours dit c'est un amuseur de galerie. Et à Jerry, des gens autour de Jerry m'ont dit, je vais te faire une confidence. Ah, encore? Oui, tu sais, ça manque pas. Proche. Et qui sont candidats. Ils sont candidats? Qui sont candidats. M'ont confié que tu imagines que la liste, les affiches que tu vois en ville, que ça soit de l'UFC, que ça soit du net, en tout cas la plupart des certains, que c'est encore à UNIR qu'on leur a fait ça. C'est-à-dire c'est uni, c'est pas de... On a écrit ça ce matin. Ah, tu as écrit ça, mais je n'ai pas encore lu ton journal. Je te jure. Non, je te parle de sérieux. C'est l'UNIR qui fait les affiches. Pour vous, les candidats, on dit qui les affiche. Et qui les affiche? Oui, c'est ce que le monsieur m'a dit. Candidat, hein? Il me dit, Loïc, tu sais, bon, Miami, tu comprends, non? C'est-à-dire, c'est UNIR qui le fait. Et qui affiche ça la nuit parce que, bon, pour éviter que ça soit seulement... Non, est-ce que c'est UNIR ou quelqu'un dans UNIR oui, bon, à son propre chef? Oui. Bon. Non, je dois corriger, tu as raison. L'expression, il faut mieux la corriger, le français est assez délicat. Pas UNIR officiellement, mais des gens, pas de pontes, pas de moindres, du parti au pouvoir, qui les appellent pour dire, envoie ta photo, on fait l'affiche, on se charge de placarder. Sans francs. Non, mais sans francs. Donc tu comprends qu'il y a un problème. Je pense que ce que je disais ce matin. Je ne savais même pas que Ferdinand écrit ça. Oui, le fair play. Je disais que, imaginez un peu un match dans lequel une des équipes prend en charge le maillot, les chaussures, les godasses de l'autre équipe avec laquelle il va jouer. C'est un match de football et habille même l'arbitre, il achète le sifflet. Non, là, c'est fair play. Et donc, c'est ce qu'on est en train de suivre. C'est un match entre unir et unir. Vous voyez, parce que vous voyez bien, on a des gens comme Paco Madrouvi, qui s'est affiché dans beaucoup de réunions d'UNIR avec même les habits de UNIR, qui aujourd'hui devient candidat indépendant. Il est indépendant? Il est indépendant dans la veille avec une association En Marche. Vous voyez, ça c'est la mascarade. Vous avez la jeune Pamela qui était à Néron, qui était dans toutes les activités d'UNIR, qui a porté le bleu partout, qui est aujourd'hui liste indépendante. Et dans cette zone-là, il y a des choses, et dans cette zone-là, il y a UNIR n'a pas positionné de... Mais Macron était de la gauche, ça n'a pas empêché. UNIR n'a pas positionné de candidats. Vous voyez, dans cette zone où il y a les indépendants, subtilement, c'est des gens qui ont été pris comme candidats de UNIR, mais qui se sont après, et qui ont glissé dans indépendant, et UNIR n'a pas plus positionné de candidats là-bas. La manœuvre, c'est quoi? C'est pour dire aux gens, oui, c'est une élection qui est... il y a des candidats, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par l'élection, et comme la campagne a commencé, et qu'il n'y a pas d'engouement, ils se sont chargés eux-mêmes de faire les affiches des autres candidats pour que, bon, on se dise que, bon, il y a un engouement. On a appelé le chef de parti politique qui a refusé. Le chef de parti politique qui a dit non, que lui veut voir fort d'abord, avant d'accepter. Lui veut voir fort. Parce que l'argent qu'on a mis, c'est pas beaucoup. Lui veut voir fort d'abord, parce qu'ils ont donné 4 millions. Il dit non, que lui, c'est de l'embêtement. Il veut voir même le patron avant de savoir de quoi ça retourne. Et donc, c'est une farce électorale qui, au bout du compte, ne nous fera pas sortir de la crise. Et c'est pour ça que ceux qui se livrent à ça, ils n'aident pas le pays à avancer. Parce qu'à un moment donné, il faut poser les problèmes et les régler pour une fois pour de bon. Mais quand on est dans ce contexte-là, où des gens... on fabrique des gens, on allait à une compétition et faire prendre l'opinion que bon, c'est une compétition saine et c'est vraiment dommage. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas d'engouement dans tout le pays. Et vous avez bien aussi fait de le souligner que dans certaines préfectures, il n'y a qu'une seule liste. Mais on fait campagne. Mais si tu es seul, tu fais campagne pourquoi? Il n'y a pas de concurrent. Tu fais campagne. Il y a le score qui intéresse. Combien de personnes sont élues? C'est pas bien pour notre pays. Donc, vous savez, en France, pour le championnat français, tout le monde sait qu'il y a que le PSG. Mais il joue tout le week-end. C'est un exemple vraiment. Oui, puisque dans le futur, vous prenez l'exemple du football, c'est pour ça que je vous rejoins sur votre propre terrain. Oui, Fenyawar Riviaro. Non, bon, il faut dire que notre curiosité en tant que journaliste, elle est morte dans son propre âme, dans son âme, parce que... les rédactions, visiblement, ne se bousculent pas au niveau de la hack pour avoir les fameux badges. Oui, les confrères l'ont déjà dit. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses que les Togolais avaient souhaité voir
par rapport à cette élection. Vous savez, avant qu'on en arrive à la date du 20, il y a eu beaucoup de choses. On a écouté les responsables des différents partis les scander, dire leur côté de popularité sur le terrain. Et on a vu que même au niveau de la C14, des gens avaient quand même des choses à faire valoir à travers l'élection. Bon, tout ça là aujourd'hui, on ne le vit plus parce que la C14 n'est pas dans la course. Mais au même moment, les partis qui se sont engagés, qui se sont lancés dans la bataille, ils mouillent le maillot et les confrères ont dit que c'est comme il n'y a que UNIR qui est sur le terrain, qui a personne et que finalement UNIR serait en train même de confectionner des affiches à l'effigie de certains partis, comme l'exemple du net qu'on vient de donner. Bon, peut-être que c'est des choses à faire valoir ou à vérifier par après, mais moi je sens que les gens sont en train de se battre. Peut-être à Lomé, on n'a pas les images, mais quand vous avez les images de l'intérieur, que ce soit les autres partis engagés et que ce soit les indépendants, vous voyez que vraiment il y a de la véritable campagne qui se bat et que les gens vivent encore les moments comme si tout le monde avait été de la course. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et pendant ce temps, quand même, au niveau de la C14, on s'organise pour la contre-campagne. Au niveau du gouvernement, on n'est pas d'accord par rapport à cette situation. D'ailleurs, le ministre Payadou Aboukossi, dans un message il n'y a pas longtemps, disait que vous n'avez pas à vous mettre dans la course puisque vous n'êtes pas candidat et vous ne répondez pas aux critères. On a vu hier que les caravaniers ont été empêchés de dérouler leur programme. Aujourd'hui, c'est pareil, où certains camps sont bouclés depuis ce matin. On voit difficile comment ça se mettra en place pour la marche prévue demain, samedi et sur le reste de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a une explication à cette contre-campagne de la C14 à votre avis? Oui, d'abord, il faut dire que c'est vrai, nous l'avons tous reconnu ici, que le fait que certains importants partis de l'opposition n'aillent pas à cette élection, ça réduit un peu la saveur de la chose. Au niveau même du parti UNIR, je suis sûr que si un parti comme l'ANC ou le PNP ou le CAR participait à cette élection, je crois que ce qu'on aurait dû déployer comme pour faire la campagne électorale, puisque tout est tout à fait en fonction de l'adversaire. Bien sûr. Alors aujourd'hui, ces partis qui vont à des élections, c'est des partis politiques de l'opposition. Il y a des listes indépendantes, mais on se rend compte qu'en réalité, elles ne pèsent pas vraiment en face du rouleau compresseur du parti unique. Mais qu'à cela ne tienne, ça reste toujours une élection dans la mesure où chacun est libre. Et on aurait aimé voir tous ces gens-là, mais ils ne sont pas là. C'est pas ça qui peut amener peut-être le gouvernement à arrêter. On aurait souhaité que, comme depuis toujours la CEDEAO également l'a souhaité, on aurait voulu peut-être qu'ils s'entendent pour vraiment organiser une élection inclusive, mais aujourd'hui beaucoup de gens ne sont pas à cette élection. Mais ça reste une élection et on aura des députés qui vont légiférer, donc on est obligé de faire avec, même si on estime que tout le monde n'était pas là, et puisqu'on ne peut pas obliger, comme on le dit, Abi Alpha n'est pas là, je vais le faire, vous pouvez amener votre âne à la rivière, mais vous ne pouvez pas l'obliger à boire. Et donc naturellement, ceux qui ont choisi de ne pas aller, bon... et ceux qui ont choisi de ne pas aller aux élections, maintenant, ils s'organisent pour empêcher. Oui, ils ne parlent pas de boycott, puisque là, tu es libre de participer ou de boycotter. Mais quand tu choisis de l'empêcher, alors hier, on a déjà commencé par voir un peu ce que ça donne dans les rues, où le gouvernement s'interpose. C'est tout à fait logique. C'est-à-dire que quand le gouvernement organise et vous dites que vous allez empêcher par tous les moyens, ne soyez pas surpris qu'en face, vous ayez des situations comme ce qu'on a eu hier au niveau de Sauternes. Et donc le gouvernement, l'État est obligé de protéger ces institutions. L'État organise des élections. Les gens disent, si vous dites que vous n'allez pas, on ne peut pas aller vous forcer de votre maison pour vous dire, allez vous inscrire. Mais en même temps, il y a des campagnes. Est-ce qu'il ne peut pas avoir de contre-campagne? Oui, mais la contre-campagne, le problème c'est quoi? C'est-à-dire que lorsque les gens... dans la course d'abord, il faut le vrai problème, il faut voir la chose de la sorte. Lorsque les gens disent que je vais empêcher cette élection, c'est que tout de suite, s'ils croient sur leur passage
des gens qui participent à cette élection. N'attendez-vous pas à ce qu'ils s'échangent des mouchoirs parce qu'il y aura forcément, et aujourd'hui vous allez voir, c'est pour cela ça aurait été intéressant que tout le monde aille. Aujourd'hui vous allez voir qu'il y a des gens peut-être qui n'iront pas dans certains quartiers, tout simplement parce qu'ils peuvent estimer que là-bas on est hostile à tous ceux qui vont à des élections. Donc aujourd'hui, je crois que quand quelqu'un annonce ces intentions-là clairement, c'est comme on parle de l'acte 4 des Gilets jaunes. Et vous voyez les dispositions également que l'État français est en train de prendre par rapport à cela. Et donc quand quelqu'un dit je vais empêcher les élections par tous les moyens, en face c'est que par tous les moyens également je vais t'empêcher pour que tu empêches cette élection-là. Et donc malheureusement c'est la situation à laquelle on en arrive. Et si jamais la caravane de ceux qui veulent empêcher croise la caravane de ceux qui sont en train de battre campagne pour aller à une élection, on risque... Alors voilà cette situation-là qui inquiète certains, et depuis tout le monde prend la parole, on a écouté les évêques, aujourd'hui c'est les pasteurs des églises évangéliques qui parlent également, mais pour l'instant, personne n'écoute ce qui est en train d'être dit. Tchénéwa Rémiao, la contre-campagne de la C14 aujourd'hui, elle est la bienvenue, à votre avis? Non, je crois que c'est une mauvaise expérience que la C14 veut faire. Et quand on observe un peu comment les choses se déroulent au Togo un peu partout, nous savons et nous concluons que les gens qui sont d'en face au pouvoir, c'est des gens qui aspirent à venir à la direction suprême du pays. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ceux qui sont à la C14 et qui savent forcément qu'il ne leur revenait même pas d'empêcher cette élection, parce que là, et la C14 et le gouvernement et le pouvoir, tous s'étaient mis d'accord d'être régulés par une institution que nous appelons CEDEAO, la conférence des chefs d'État, elle est là. La dernière fois, vous avez vu la sortie de Tongara qui n'a même pas une portée, parce que là, elle n'est que vice-présidente. Il y a le président même qui est là. Maintenant, les chefs d'État de la CEDEAO, la C14 sait que si les chefs d'État, la conférence des chefs d'État de la CEDEAO ne voulait pas que le scrutin ait lieu, ils auraient pu l'empêcher. Et attends, maintenant qu'elle a vu, la C14 voit que tout le monde s'accorde à donner du crédit à ce qui se fait, elle dit qu'elle veut l'empêcher. Et ça, aujourd'hui, quelqu'un dit qu'Abi Alpha n'est pas là. Je crois qu'il ne faut pas que les gens créent pour ce pays une mauvaise jurisprudence. De toutes les façons, le gouvernement a quand même le pouvoir régalien de nous assurer tout, et la sécurité, et tout ce dont nous avons besoin. À partir de ce moment où la C14 qui tout le temps chante qu'elle a tout le peuple togolais acquis à sa cause, si elle veut vraiment qu'il n'y ait pas d'élection, elle peut appeler ce même peuple et dire non, le 20 décembre, ne sortez comme on l'a fait l'autre fois. Oui, ne sortez pas. Mais malheureusement, la C14 fait que quand elle avait appelé aux gens, les gens à boycotter le recensement, elle n'a pas eu de gain de cause parce qu'il y a également des Togolais qui sont allés se faire recenser. Conclusion, la C14 n'a pas le peuple togolais dans son ensemble à sa cause. Quand elle dit aujourd'hui qu'elle va empêcher, ça veut dire qu'elle se donne tous les moyens pour affronter le dispositif du gouvernement. Et c'est en cela... Le dispositif sécuritaire. Tout. Elle veut affronter le gouvernement. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. Parce que si elle engage le pays dans ce chantier, ça veut dire qu'elle veut détruire ou tout mettre, tout bousiller par rapport à ce que nous souhaitons tout le temps voir notre pays devenir. Donc, si la C14 a le peuple avec elle, qu'elle sorte un petit mot, qu'elle dise « Hey, peuple togolais, vous êtes acquis à ma cause, n'allez pas, et le 20, nous allons voir que les bureaux de vote, il n'y aura rien. » C'est comme ma famille. Non, même si c'est comme mes enfants. C'est comme mes enfants chez moi aujourd'hui. C'est à vous d'attendre. Même si 2 personnes votent, on comptera. Vous savez que c'est ça. Oui, mais si 2 personnes votent, on comptera. Mais les gens, quand même, tireront le son et sauront que la C14 a les Togolais avec elle. Ferdinand Haïté, vous l'avez écrit ce matin, la caravane de la C14 passera. Moi, je pense que nous sommes sur un terrain politique. Et les discours, les contorsions, moi, je ne suis pas dans ça. C'est-à-dire que c'est une question de rapport de force. Ceux qui sont en train de faire les élections là, il faut un coup de force électorale. Et si les autres aussi peuvent s'organiser pour arrêter la machine, ils sont dans leurs droits. C'est comme ça que ça se passe en politique. C'est pas des histoires d'enfants de cœur qui sont à l'église et qui chantent parce que le
prêtre est en train de soulever la communion. C'est pas ça. Donc, il faut sortir de ce monde des bisounours qu'on voit à la télé là pour dire oui, ça doit être comme ça. Non. Nous sommes dans un système où les gens utilisent la force et l'illégalité pour se maintenir. Alors, ceux qui sont en face, qui combattent aussi ce même système, vont trouver les moyens qu'il faut. Moi, j'ai même trouvé, je l'ai dit un leader, que et le boycott du recensement, que j'ai trouvé que c'était pas une bonne stratégie. Il fallait faire un boycott actif du recensement. Si les gens avaient organisé des marches pendant le recensement, ce recensement-là n'aurait pas eu lieu. Imagine qu'on lance des gaz lacrymogènes en plein marché. Tu vas trouver quelqu'un dans 5 minutes dans le marché? Non, tout le monde pas. C'est comme ça qu'il faut faire la politique. Et donc, quand vous dites les gens n'ont qu'à rester à la maison, mais les gens se sont organisés pour qu'on voie les gens faire dans le recensement et partager les images en disant oui, les gens ne sont pas avec vous. C'est comme cette histoire de boycott de Togo mort qui était en réalité une mauvaise stratégie. Donc, moi, je pense qu'on est dans un système où chacun se bat pour prendre quelque chose avec les moyens qu'il a. Et donc, moi, je n'ai pas à dire que, bon, c'est une mauvaise stratégie. Mais quand vous êtes dans un pays où toutes les villes bougent contre le pouvoir, vous n'avez plus besoin de dire si ceux qui sont contre le pouvoir sont majoritaires ou ne sont pas minoritaires. Je ne dis pas que les gens ne sont pas avec le pouvoir. Il y a certainement des gens dans ce pays qui sont avec le pouvoir. Bien sûr, c'est clair. Et il y a des gens qui ne veulent plus du pouvoir. Et ces gens-là qui ne veulent plus du pouvoir, ils manifestent partout, on les étouffe partout. On a vu comment est-ce qu'on a pris les interdictions, tout ça pour étouffer les marches la dernière fois. Maintenant, pour l'élection, le régime a assuré certains chefs d'État de la CEDEAO qui ne se passent rien au Togo, qui vont organiser les élections. Vous parlez de Condé et de... non, je pense non, pas du tout. Mais je pense que quelqu'un comme Ouattara a beaucoup fait pour le régime en faisant un lobby terrible dans la région, en ralliant certains chefs d'État, surtout de l'espace francophone et tout ça, et tout ça a fragilisé à un moment donné, je sais pas, la branche fermeté de la CEDEAO. Et le pouvoir est assuré de ça, c'est pour ça que le pouvoir est en train de foncer vers les élections, mais en rassurant ceux qui étaient réservés que bon, on tient le pays, il ne se passera rien, on fera les élections, c'est pour ça qu'on déploie tout ce dispositif sécuritaire pour étouffer toute organisation ou toute manifestation pendant la campagne électorale. Très bien. Loïc Lawson, la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui, je repose sur la question initiale. Est-ce qu'il faut craindre le pire pour notre pays où il faut avancer maintenant? Puisque maintenant qu'on est engagé dans le processus, la campagne électorale a démarré, il faut attendre le 20 et puis on va voter et puis on n'en parle plus. Je ne sais pas s'il faut craindre le pire, mais tout porte à croire parce que moi, et tout comme beaucoup de Togolais, on souhaite que ce pays sorte définitivement de la crise politique. Et qu'on se lance dans le... On s'est plaint en début d'émission que le pays a des soucis sur le plan de développement. C'est parce que pendant... Et depuis, il y a des magistrats aujourd'hui, ce n'est que les crises politiques à rebondissement. Tant que vous ne réglez pas définitivement la crise politique, il y a problème. C'est pour ça que je fais partie de ceux qui ont dit dès le départ que le président Faure est le seul qui a la clé de la crise. Et qui, j'avais écrit, il devait se prononcer avant que la CEDEAO n'arrive. Après, quand la CEDEAO est partie, ou bien quand on constate là l'échec de la CEDEAO, j'ai encore dit, il a les manettes en main. Il a les trucs. Mais là, tu sais qu'est-ce que ça sent un peu, ça veut sembler un peu à 2005, même si c'est pas les enjeux, parce que les statistiques présidentielles, c'est pas la même chose. Oui, bien sûr. En 2005, c'est comme ça. Après l'appel de Bokor qui disait attention, n'allons pas à ces élections, il y a eu des religieux, il y a eu beaucoup de personnes qui ont alerté sur le danger de cette élection. On n'a pas écouté, on a foncé et aujourd'hui on a 500 morts sur notre tête qui continuent par nous hanter parce que tout le temps, quand on parle du Togo, on revient là-dessus. La preuve, Boabou vient encore en parler l'autre fois au cours d'une interview. Donc tu comprends? Alors là, c'est la même presque, le même scénario, même comme je dis, c'est pas les mêmes enjeux, c'est pas les mêmes élections. La société civile alerte sur la nécessité de ne pas aller vu la tension dans le pays. Les religieux, l'église catholique, le père évêque qui ont alerté. Après, aujourd'hui, c'est les pasteurs, les méthodistes et les évangéliques qui alertent. Et les groupes de secte qui alertent. J'apprends encore qu'il y aura une autre alerte dans les 48 heures à venir, pas des moindres. Ça viendra d'où? Je préfère me taire pour le moment. Ça continue comme ça. Alors vous comprenez que, et là,
Et ça inquiète. Alors, quelle est la solution face à l'impasse aujourd'hui? Oui, l'impasse La CEDEAO doit se prononcer clairement sur le sujet pour situer les acteurs, l'opinion. Oui, moi je pense que la CEDEAO doit être claire. Là où elle se tue. Et on ne sait pas quelle est sa position. Mais on est trop avancé pour j'apprends que la CEDEAO a eu des garanties des autorités togolaises comme quoi il n'y aura pas de violence. Il n'y aura rien. Et je crois que c'est à ce prix que les chefs d'État se sont calmés, se sont tus. Parce qu'au nom de cette assurance-là qu'on leur a donnée. Mais maintenant, la réalité ne risque pas d'être autre chose. Quand tu vois déjà hier, tu donnes l'exemple d'hier, avec la caravane. Tu as vu ce que ça a donné. Alors, quand la marche, les gens vont sortir pour la marche. Alors, on dit il y a campagne, il y a gaz lacrymogène à l'air. Il y a des audios qui circulent depuis 48 heures où des gens disent qu'ils vont affronter les forces de sécurité dans les jours à venir. Est-ce que c'est bon? Tu sais, ça rassure pas. C'est pour ça, moi, je dis, le premier dans tout ça, le seul comptable, tous ceux qui sont autour de lui, qui lui mentent, qui ne lui disent pas la vérité, parce que certains disent la vérité autour de lui, mais là, beaucoup mentent. Fort sera le seul comptable au finish. Tu comprends ce que j'ai dit? Non, vous ne lui apprenez rien. Oui, non, c'est lui qui a été élu. Tu as besoin d'être pincé pour te réveiller. Tu peux te réveiller de toi-même, mais parfois tu as besoin d'être pincé. C'est-à-dire que les gens veulent aller coûte que coûte. Certains, c'est pour leurs intérêts. Tu sais, les élections, c'est beaucoup de milliards. Et ça permet à certains de se faire une valise financière, une santé financière. Maintenant, si aussi, pour notre démocratie, c'est une bonne chose. C'est l'autre question qu'il faut poser, d'aller à des élections où les tenants, ceux qui ont créé la crise, n'y vont pas. Est-ce que ça résout la crise? Bien, justement. Regardez tout l'image. J'ai 5 minutes, malheureusement. On va le faire rapidement. Parce que je vais conclure comme ça. L'image, tout l'effort que Faure Simbe a fait pour redorer son image après 2005. Oui. Qu'on va retourner encore en arrière. Il a fait tout pour essayer de polir son image à l'international. Et ça a pris jusqu'à une époque. Maintenant, on est encore en train de retourner en arrière. Merci beaucoup. Fabrice Kézi. Non, moi je crois que l'État, le gouvernement fonctionne comme un aveugle qui a son pied sur un caillou. Si le gouvernement dit je vais organiser des... C'est parce qu'il a d'assurance. Ça va bien se passer, c'est qu'ils ont des éléments qui les rassurent que ça va bien se passer. Mais nous sommes des humains, on peut aussi se tromper et là ce serait grave. Mais il ne faudrait pas également céder à des intimidations du genre, les gens ont fait des vidéos pour dire nous allons nous attaquer à ci. Oui, bien sûr. Ça peut aussi être des tentatives d'intimidation. Mais tout compte fait, ce qui est sûr, c'est que l'idéal aurait été que tout le monde participe à cette élection. Mais comme je l'ai déjà dit, on ne peut forcer personne à aller à une élection. L'État ne peut pas non plus croiser les bras. On y va. Et là, il faut que l'État garantisse la sécurité de tous les Togolais, y compris même ceux qui choisissent de ne pas aller à cette élection-là. Et donc, je crois que c'est ce qui est en train d'être fait. Mais ce qui serait regrettable, c'est qu'on compte encore des morts. Et là, le gouvernement aurait échoué si jamais, au cours de cette campagne électorale, on finisse par avoir des affrontements où il y a des morts. Là, on peut dire qu'ils sont passés à côté carrément. Parce que vous le savez, ce qui intéresse la communauté internationale, c'est de leur voir la garantie que tu as la stabilité. Oui. Pour le reste, qui va aux élections, qui ne va pas, c'est pas leur problème. Mais si à un moment donné, effectivement, c'est pour cela que nous sommes sur un terrain politique, les autres aussi qui n'y vont pas savent que s'ils restent à la maison, ils croisent les doigts pour dire bon, nous n'avons pas la roue de l'histoire va tourner son jeu. Bien sûr, merci beaucoup. Mais en même temps, il y a quand même des critiques aujourd'hui dans l'opinion qui sont formulées par rapport aux stratégies de la C14, hein, Ferdinand. Oui, vous en relevez quelques-unes. Oui, c'est vrai que à un moment donné, dès le début, il y a eu aucune œuvre humaine. La C14 se débrouille avec les moyens qu'elle a. Elle essaie de se battre. C'est pas facile contre un pouvoir de 50 ans. Mais c'est vrai que parfois il y a eu quelques faux pas. Par exemple, le premier, c'est cette histoire d'avoir arrêté les marches dès le début du dialogue. Ça, on l'a dénoncé ici. Les gens n'ont pas voulu nous entendre. Ils l'ont regretté qu'ils ne devaient pas suspendre les marches. J'étais convaincu que si les marches avaient continué en ce moment-ci, la trajectoire devait être autre que ce qu'elle est aujourd'hui. Et puis ensuite, ils n'ont pas fait suffisamment de lobbying dans la région parce que le pouvoir qui est en difficulté fait tout le temps de lobbying, se promène chez les chefs d'État, parfois avec des intéressements, même avec des gens. Et eux, à part les facilitateurs, n'ont pas pu ouvrir des portes pour au moins faire passer leurs idées ou les documents qu'ils avaient
travers. Oui, mais quand on fait de la politique, il faut se donner les moyens. C'est pas une question de facile, ça ne sera jamais facile, mais il faut se donner les moyens, surtout quand on est dans la politique depuis des années, vous voyez. Et puis l'autre chose aussi, c'est que bon, il y a parfois des choix qui, je viens de le dire, par exemple le boycott de recensement, par exemple. Moi, je pense que c'était un truc, c'était un faux pas parce qu'il fallait pas faire un boycott passif, il fallait organiser des manifestations. Et le jour où on fait le recensement, et comme on tire souvent les gaz, on ne va pas savoir qui est UNIR, qui est opposition, qui va se recenser. Donc il n'y aura pas de recensement. Merci beaucoup, Ferdinand. Tu vois, dans la France, on joue un jeu qu'on appelle le Dakar. C'est ce que les gens sont en train de faire, donc il faut jouer le même jeu qu'eux. D'accord. Mais bon, voilà. Je crois que Ferdinand a une lecture de la chose où il invite les gens à la violence. Non, je ne peux jamais la violence. Non, je vous décrivez. C'est la violence déguisée. Mais je dis, il faut, par exemple, lorsqu'on dit aux gens, de ne pas manifester par des itinéraires. Quand vous lui donnez le pouvoir ne va jamais accepter que vous preniez certains itinéraires. Mais vous voyez sur les Champs-Élysées, qu'on appelle la plus belle avenue du monde, les gens manifestent. Oui, mais avec toutes les conséquences que nous voyons. Moi, je crois que ce n'est pas bien de passer par une radio et de tenir des propos de ce genre. Non, c'est pas des propos de violence. Non, c'est la violence. Non, parce que ça veut dire que ce que vous demandez, vous avez dit de ne pas opter pour la voie pacifique. Ça veut dire que le contraire de pacifique, c'est quoi? Ça veut dire que des gens doivent une stratégie de lutte. Violence, alors. C'est ce que je peux de lutte. Et je crois que ce n'est pas une bonne stratégie. De lutte. Ce n'est pas la bonne parce que ça risque, vous avez dit même que quand on gaze, on ne saura plus qui est uni, qui est tel et qui est tel. Donc ça veut dire que le pays s'est embrasé. Et ça ne viendra pas au Togo. C'est la conclusion que je crois qu'il faut donner par rapport à tout ce que Ferdinand dit. Et c'est la fin du Taxi Média Show, Taxi Presse de cette semaine et de l'année aussi. C'est le dernier numéro. Oui, c'est le numéro de Taxi Presse. Ça va permettre aux gens de respirer un petit peu. Oui, mais en fait, c'est la pression que les gens font sur l'émission. Il faut avoir le courage de toutes les choses. On va pas en arriver là. C'est la pression que les gens font sur l'émission. Bon, écoutez, nous allons marquer une pause pour Taxi Presse. Le temps que les élections s'organisent dans de meilleures conditions et puis on reviendra. Les élections reviendra. Merci beaucoup Fabrice Fekezi, merci Tenawa Remiao, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.